Merci. Mm. Alors, pour passer les slides, je fais comment? C'est vous qui les passez? Oui, on va commencer par la vidéo. OK. Dans un contexte de changement climatique, la pollution de l'air et les îlots de chaleur urbains sont deux problèmes majeurs affectant la qualité de vie et le bien-être des citoyens dans les villes. Pour contrecarrer ces problèmes majeurs et répondre aux réglementations nationales et européennes, les villes doivent maintenant agir. La directive Stratégie Biodiversité 2030 propose notamment que chaque ville, de plus de 20 000 habitants, mette en place un plan de verdissement urbain ambitieux. Les villes ont donc besoin d'un inventaire complet de leur patrimoine arboré. Aujourd'hui, environ 80% du patrimoine arboré est privé et n'est pas comptabilisé par les municipalités. Dresser un inventaire de tous les arbres, qu'ils soient sur les terrains publics ou privés, est un impératif, afin d'évaluer précisément sa capacité à éliminer la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre. C'est pour répondre aux besoins des municipalités que le projet Green Space a été financé. Il est le fruit d'une douzaine d'années de travaux scientifiques préparatoires. Il propose aux collectivités locales de dresser un inventaire complet du patrimoine arboré et d'en estimer ses bénéfices environnementaux. Ce projet innovant a été développé par une équipe interdisciplinaire de chercheurs de la société Argance et de la fondation CEAM en collaboration avec des municipalités, des institutions académiques et de l'IRFRO. Il est soutenu financièrement par le CNES. Le projet utilise des images satellites à très haute résolution, comme celles de Pléiades et de Worldview, pour obtenir des données précises sur l'emplacement, l'espèce et les caractéristiques structurelles de chaque arbre individuel, comme la hauteur. Cette analyse d'images permet d'avoir un inventaire complet du patrimoine arboré à moindre coût par rapport aux observations sur le terrain. Les premiers démonstrateurs des services Green Space ont été déployés dans 3 villes européennes. Aix-en-Provence, France, Florence, Italie, et Kaunas, Lituanie. Actuellement, le projet entre en phase de prototypage avec des applications prévues dans 2 nouvelles villes avec des conditions environnementales différentes, Valence, Espagne, et Bucarest, Roumanie. Ces applications se basent sur l'analyse des images satellites en 3D, en fournissant des informations précises sur la hauteur des arbres, mais aussi sur l'espèce végétale. Ceci est crucial pour quantifier la capacité de stockage du carbone et l'élimination des polluants. La signature spectrale et texturale de chaque arbre permet de les classer par espèce. L'espèce végétale est un élément important car certaines espèces émettent des composés organiques qui, sous l'effet du rayonnement solaire, se combinent à d'autres polluants de l'air et forment des polluants dits secondaires tels que l'ozone. Pour chaque arbre, on estime la quantité de polluants éliminés, par exemple les particules fines, le CO2 et le dioxyde d'azote, et la quantité formée. Certaines espèces, comme le chêne vert ou l'eucalyptus, forment plus d'ozone que ce qu'elles éliminent. Sur l'outil, les arbres indiqués en rouge représentent cette catégorie. Cette initiative est accueillie positivement par les collectivités et l'intérêt de ce déploiement laisse espérer une collecte de données plus globale, plus précise, par exemple en cartographiant les îlots de chaleur urbains afin de définir les zones prioritaires pour les plans de verdissement, ainsi que des recommandations pertinentes et un espoir de villes plus vertes. Alors, j'espère que la vidéo vous explique bien le projet. Alors maintenant, je vais passer à la présentation. OK. Donc, comme ça a pu être dit dans la présentation et comme c'est bien connu désormais, c'est que les arbres contribuent à fournir des services donc, sociaux et environnementaux, ce qu'on appelle communément les services écosystémiques, tels que la réduction de la pollution de l'air, l'atténuation des îlots de chaleur urbains, mais aussi l'amélioration de la biodiversité et fournissent des avantages récréatifs, par exemple. Tous ces services écosystémiques améliorent le bien-être des citoyens. Par contre, alors là, pour passer les slides, je fais comment? Je les passe pour vous. D'accord, parce qu'il y a des petits messages, voilà. Ah oui. C'est qu'en fait, voilà. Ce qu'il y a d'important, c'est qu'en fait, tous les arbres sont bons pour l'homme, hein, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue récréationnel, mais tous les arbres ne sont pas bons pour la qualité de l'air et ce message, en fait, c'est difficilement entendable, surtout pour les politiques. Next. Donc, au niveau européen, alors suite à la pandémie Covid-19 et qui a montré l'importance des espaces verts en ville et la stratégie biodiversité Horizon 2030
et par la Commission européenne, les villes de plus de 20 000 habitants doivent proposer un plan de verdissement ambitieux. Pour établir un plan efficace et approprié, on doit avoir un inventaire complet, c'est-à-dire le nombre, la localisation, l'espèce, la hauteur des espaces verts, publics et privés. Comme il a été montré, c'est qu'en fait, les arbres privés représentent, à titre d'exemple, plus de 80% du patrimoine arboré à Florence et à Aix-en-Provence. De cet inventaire complet, on peut faire une estimation, une quantification réaliste de la capacité du patrimoine arboré à diminuer ou non la pollution de l'air et à séquestrer le carbone. Et en fait, à partir de ces deux éléments, on propose des recommandations pour des politiques de plantation efficaces, c'est-à-dire le nombre d'arbres et quelle espèce est la plus appropriée pour améliorer la qualité de l'air en ville. Suivant. Alors, pour ce fait, on utilise des images satellites très haute résolution, donc Pléiade ou Worldview, avec une résolution spatiale entre 30 et 50 cm. Et donc, ce sont des images développées par le CNES et distribuées par Airbus. Lors de la sélection, donc, on prend sur la période végétative entre juin et août pour faire une classification des espèces avec une couverture nuageuse de moins de 2% et un angle au zénith le plus bas. Donc, à partir de ces images, on a établi une méthodologie pour définir, par exemple, la hauteur des arbres à partir avec une antistéréoscopie, à partir d'images avec trois angles de prise de vue différents pour établir une classification des canopées basée sur la signature spectrale et texturale sur ces images et des caractéristiques texturales, les araliques comme l'anisotropie, l'homogénéité. On utilise des algorithmes de classification en random forest et ensuite on a une partie validation de terrain qui a été établie sur Florence et sur Aix-en-Provence initialement et qui sera établie sur Valencia et Bucarest. Donc, pour définir la classe d'espèces, donc on a une base de données, training dataset, qui est l'inventaire municipal. À partir de cette donnée, on sélectionne sur l'image quelques arbres, on établit une signature texturale et spectrale, et ensuite on extrapole et on va rechercher les arbres, les canopées avec la même signature spectrale et texturale. Ça permet justement de détecter les arbres individuels et de les classer selon leur espèce dominante. Ensuite, pour la prochaine slide, pour la hauteur, en fait, on utilise modèle de terrain et modèle de canopée qui nous permet de détecter le point maximal de chaque canopée et de définir par soustraction la hauteur moyenne. Avec cette méthode, on arrive à une estimation, une précision de 60 à 80 cm. Alors que pour la classification des essences, on est à plus de 90% de précision. Prochain. On a deux villes test. Donc, pour ces algorithmes et cette approche a été établie sur trois villes en Europe, donc Aix-en-Provence, Florence et Kaunas en Lituanie. Et on prototype sur deux nouvelles villes avec des conditions environnementales différentes, Valencia en Espagne et en Roumanie, à Bucarest, où il y a une pollution aux particules fines beaucoup plus importante. Ce qui permet d'affiner ce prototypage avec des spécificités différentes. Ensuite, donc ça, c'est la zone le projet s'est focalisé sur Florence, sur Valencia. On a défini la zone qui est la ville de Florence, la municipalité oh là là, de Valencia. Prochaine.
Donc, jusqu'à maintenant, donc, on est en phase 4, intégration et test de la solution. Donc, on a récupéré les images satellites sur Valencia. On a fait l'analyse spectrale et texturale des images qui nous a permis de détecter les arbres individuellement et de les classer selon les espèces dominantes. Donc, à ce jour, on a une cartographie précise, un inventaire précis des arbres à Valencia, dont on connaît l'espèce, la localisation, la hauteur, l'indice foliaire, le diamètre de la canopée. Tous ces éléments nous permettent de faire une cartographie et de faire premièrement une quantification des services écosystémiques, en particulier la réduction de la pollution de l'air, le stockage de carbone, et de faire une cartographie. Donc là, c'est pour vous montrer cet outil donc sous un environnement SIG. Donc sur l'INSIA, on a la localisation des arbres et en fait, pour chaque arbre individuellement, on a cette quantification de sa capacité à réduire ou non la pollution de l'air. Donc, on travaille, là, c'est l'exemple de l'ozone, par exemple. Vous avez des arbres qui forment plus d'ozone que ce qu'ils éliminent. Donc, on les marque en rouge. Et pour chaque arbre, en fait, vous avez, en pointant sur chaque arbre, vous avez l'espèce, vous avez sa hauteur, vous avez donc sa localisation et la quantification de son impact sur la qualité de l'air. Donc, on travaille sur le CO2, l'ozone, le NO2, les particules PM10 et aussi les particules fines PM2,5. Donc, les résultats, donc je vais montrer quelques exemples de résultats. Donc là, sur le prime arboré à Valencia, donc on est sur plus de 146 000 arbres détectés, 302 espèces. Donc il y a une gamme quand même très, très vaste, mais majoritairement, ce sont des citrus et des platanes et la famille des palmiers avec les phénix et les washingtoniens. Quand on a pu faire donc une estimation, donc, alors pour faire cette quantification, quand on a tous ces éléments qui est la localisation, l'espèce, la hauteur, le diamètre de canopée, on arrive à faire une estimation donc, du dépôt de particules et des polluants gazeux tels que l'ozone et le NO2 à la surface des feuilles et à la surface du tronc et des branches. Et on arrive à faire une estimation de ce qui est absorbé. À la surface des feuilles ou des aiguilles, vous avez des stomates. Comme vous avez sur la surface de votre peau des pores, vous avez des échanges gazeux et en fait, il y a une partie des polluants gazeux qui est absorbée par le végétal. À partir de paramètres environnementaux tels que la température de l'air, l'humidité relative, la teneur en eau des sols, le rayonnement, on arrive à faire cette estimation de ce qui rentre dans le végétal et ce qui est éliminé. Donc là, vous pouvez passer, voilà. Donc c'est ce qu'on appelle l'absorption stomatique des polluants gazeux, NO2 ou ozone. Et en parallèle, on estime qui est émis par le végétal, qui émet des COV, les composés organiques volatiles, tels que isoprène monoterpène. Et en fait, on fait une quantification de ce qui est formé. Et à la fin, vous faites le bilan. Ce qui est formé, ce qui est éliminé. Vous avez des espèces végétales qui éliminent plus que ce qu'elles forment. Ce sont des espèces végétales recommandées. À l'inverse, vous avez des espèces végétales qui forment plus que ce qu'elles éliminent. Et ça, ce sont des espèces végétales pas ou peu recommandées pour les stratégies de revégétalisation des vignes. Et ensuite, on estime la séquestration du carbone. Donc là, vous avez des résultats qui sont la hauteur. Donc pour chaque arbre, vous pouvez cliquer sur l'arbre et vous connaissez sa hauteur. Ensuite, c'est sur les polluants, donc les particules. Vous avez une estimation sur la quantité de particules éliminées par cet arbre par an. Après, on travaille sur le NO2, le CO2. Prochaine, c'est le CO2 et l'ozone. Alors, l'ozone, c'est ce qu'on appelle le bilan net. Comme je vous ai dit, il y a des espèces qui forment plus que ce qu'elles éliminent. Alors, par exemple, sur cette figure, vous avez les arbres en orange et rouge qui forment plus d'ozone que ce qu'elles éliminent.
vous avez des espèces qui forment au total, entre éliminer et absorber, plus de 9 kilos par an. Alors, à la fin, quand on a tous ces éléments, on peut faire, donc là, bon, vous voyez un zoom sur tous les arbres. Et le cas de Valencia, comme le cas à Nice, c'est par exemple, vous avez le patrimoine arboré public et privé qui forme plus d'ozone que ce qu'il élimine. Et donc, on voit que le patrimoine arboré à Valencia élimine 111 tonnes d'ozone par an, mais il forme 336 tonnes, donc principalement par les palmiers, euh, qui sont entre guillemets des arbres pas très recommandés pour la qualité de l'air. Et à l'inverse, vous avez donc des espèces, bon, pour le NO2, le PM, donc vous avez une élimination. À la suite, on fait des recommandations. Donc, pour chaque espèce, plus de 400 espèces végétales, on a défini la capacité d'élimination des polluants, mais aussi la résilience au changement climatique, l'atténuation des îlots de chaleur. On prend en compte son impact sur la biodiversité, tous des cofacteurs tels que l'allergénicité, s'ils émettent ou non des pollens. Et vous avez, par exemple, pour Valencia, des espèces de végétales recommandées et que l'on soumet à la municipalité pour leur stratégie de revégétalisation. Alors, il ne faut pas les limiter sur une liste de 10, il y en a beaucoup plus. On ne fait pas du monospécifique, mais voilà, vous avez parmi les meilleures espèces végétales, vous en avez qui sont meilleures pour la qualité de l'air. Ce projet, en fait, il est en lien avec d'autres projets, donc principalement un projet européen AirFresh qui se termine à la fin de l'année, mais aussi des projets comme Space for Nature, Fresh Space, et qui est focalisé sur les îlots de chaleur urbains, et Green Urban Sat. Alors, jusqu'à maintenant, c'est que les outils détectaient la végétation, mais sans différenciation des espèces. Et comme vous avez pu voir, vous avez l'espèce d'un arbre, et c'est le critère le plus important pour son impact sur la qualité de l'air. Donc, en fait, ce qu'apporte le projet Green Space, c'est justement la reconnaissance et la classification des arbres selon leur espèce pour avoir une quantification réaliste de son impact sur la qualité de l'air. Alors, à l'avenir, c'est de travailler donc sur les îlots de chaleur urbains pour coupler et sur la règle 330-300 établie par Cécile Konetic, qui a émis cette règle, c'est que chaque citoyen doit avoir au moins 3 arbres de chez lui ou de son lieu de travail, vivre dans un quartier avec une couverture arborée de plus de 30% et vivre à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc là, on est en train d'établir justement pour la cartographie de cette règle 330-300 afin de définir les zones prioritaires couplées avec les zones îlots de chaleur, les zones prioritaires pour les plans de revégétalisation. Je vous remercie. Merci Pierre pour cette présentation. Là, on a un tout petit peu dépassé le timing, donc on va essayer de faire vite sur les questions. Alors, on a une question. Les arbres en ville sont pour la plupart des espèces d'ornement. Comment avez-vous procédé pour classer cette diversité d'espèces? Avez-vous des résultats? De même, il n'est peut-être pas facile d'avoir des informations de validation sur la hauteur des arbres. Avez-vous mesuré la précision de vos modélisations avec Pléiade en milieu urbain? Alors oui, donc la précision pour la hauteur des arbres, 60 et 80 centimètres. Voilà, il y a quand même, c'est quand même une précision bon, qui est assez bonne. Ensuite, pour donc les espèces ornementales, alors effectivement, en ville, la plupart des espèces, ce sont des petits arbres. Et c'est pour ça qu'on considère les arbres à partir de 3 mètres. En dessous, on considère que ce sont des strata arborés. Mais c'est les espèces ornementales, en fait, on se base sur les inventaires municipaux qui représentent à peu près plus de 60, entre 75 et 80% des espèces présentes. Mais voilà, effectivement, on détecte les espèces dominantes. On ne va pas réussir à détecter si vous avez dans votre jardin un cacaotier parce qu'il faudrait qu'on ait une base d'entraînement, un training dataset avec des cacaotiers, au moins 30 arbres pour établir une signature spectrale et texturale moyenne et efficace pour aller les rechercher. Donc voilà, les espèces exotiques très peu présentes ne seront pas détectées.
D'accord. Merci Pierre. On va prendre la dernière question de Damien Piga qui a levé la main et ensuite je te laisserai répondre dans le chat directement aux questions. D'accord. Voilà. Bonjour, merci Bonjour. pour la présentation. Moi, j'avais une remarque, une question. Alors, très rapidement, une remarque. C'est vrai que sur la problématique de la pollution en ville, je pense que dans le discours, il faut être clair aussi sur le fait que, on doit prioriser quand même les actions pour réduire notamment les émissions anthropiques et que c'est quand même ça qui permettra d'améliorer vraiment la qualité de l'air dans les villes. Alors là, c'est un peu contradictoire parce que justement, pour les particules fines, le NO2, je suis tout à fait d'accord. Pour l'ozone, non. Parce qu'en fait, vous avez les stratégies de réduction des oxydes d'azote par les véhicules menées depuis le début des années 90 qui ont un effet efficace en zone rurale avec une diminution de l'ozone, mais vous avez fait l'effet inverse avec une augmentation significative des concentrations en ozone en ville du fait d'une destruction moins importante de l'ozone par le NO. La chimie de l'ozone, c'est très compliqué. Et en fait, le seul levier que vous avez pour l'ozone, c'est la végétation. C'est sélection. Quand on regarde, l'ozone est un traceur finalement d'une pollution oxydante. Il faut regarder dans son ensemble. Et je pense qu'on pourrait avoir voilà, cette question. Mais et j'avais une question par contre qui portait sur la fréquence de mise à jour de vos données, notamment pour la question de la séquestration de carbone. Hein. C'est vrai que c'est la dynamique aussi qui peut être importante justement pour voir quelle est l'évolution du stock de carbone, notamment dans les villes. Est-ce que finalement, voilà, est-ce qu'on va stocker de plus en plus de carbone pour atteindre une neutralité et compenser nos émissions? Quelle est la fréquence de mise à jour que vous avez avec vos outils? Et une question sur la disponibilité des données. Est-ce que du coup, les données sont disponibles? Est-ce qu'on peut travailler dessus? Et nous, on serait intéressé notamment sur Aix-en-Provence de pouvoir partager ces données et construire aussi des travaux sur la séquestration carbone. D'accord. Oui, les données sont sur Aix-en-Provence, c'est dans le cadre du projet européen que je coordonne, Life Airfresh. Donc, les données seront disponibles. Et ensuite, sur l'actualisation, ça dépend les images, en fait. Alors, effectivement, vous avez quand même un décalage, c'est-à-dire vous allez utiliser des images selon la position. Donc, par exemple, là, ce sont des données d'il y a 2 ans parce que le temps de travailler, de faire la commande des images, de l'acquisition, vous avez un décalage. Mais après, lorsque vous avez une image disponible, si vous avez une image disponible du mois de juin de cette année, voilà, ça peut être effectué et actualisé, et C'est prévu dans le réactualisé. cadre de votre projet d'actualiser régulièrement du coup, ces données-là? Là, sur les deux, non, non, non. D'accord. Voilà, c'est vraiment du prototypage et après, ça sera. Il faut voir comment on met à la fin du projet sur l'actualisation sur cette question-là. Merci en tout cas Merci pour beaucoup. votre participation.